Monsieur le Président, merci d'être avec nous. C'est évidemment un grand honneur pour tous les professionnels de la crise qui sont là. Et vous nous sembliez l'invité idéal pour parler des crises. Vous avez évidemment une expérience assez incomparable dans votre vie politique et au-delà. Vous avez, dans le cadre de vos fonctions, eu à gérer un certain nombre de crises qui ont marqué l'opinion. Hein. On peut penser spontanément à Human Bomb, à la crise des subprimes, à la Géorgie, à toutes les crises que vous avez traversées. Peut-être pour démarrer, quelle serait la crise parmi toutes celles que vous avez traversées qui vous a le plus marqué? Bon, d'abord, merci de m'avoir invité. C'est un bonheur d'être avec vous. Au fond, vous êtes des gens bizarres. Vous aimez votre travail et vous considérez qu'on s'épanouit en travaillant. Bon, je peux être administrateur judiciaire. Monsieur le Président, on a envie de revenir quand même sur certaines crises que vous avez traversées, que vous venez de citer. On aimerait revenir sur cette crise de 2008, où parfois on en fait un parallèle avec la crise sanitaire donc de 2020. En 2008, c'est une crise d'une ampleur qui aurait pu faire basculer le monde dans une dévastation économique. Entre le 15 septembre 2008, date de la faillite de Lehman Brothers, et le 12 octobre 2008, vous réunissez les 15 États membres de la zone euro à Paris pour adopter un plan de coordonné de sauvetage du système financier européen. Et on a quelques questions. Comment avez-vous pris conscience, Monsieur le Président, de la gravité de cette situation et votre première réaction face à cet événement? Non, enfin, ça serait une très longue histoire, mais je trouve que c'est un peu injuste, si vous me le permettez, de faire la comparaison entre la crise du Covid et la crise de 2008. Parce que la crise du Covid, crise très difficile, hein, très, très difficile, mais on connaissait l'ennemi. L'ennemi, c'était le virus. Et on connaissait la solution. La solution, c'était le vaccin. Mais ce n'est pas pareil. Quand vous rentrez dans une crise, vous savez où est l'ennemi et vous savez quelle est la solution. Loin de moi l'idée de dire que c'est facile d'avoir un vaccin, etc. Qu'en 2008, il a fallu comprendre ce qui se passait. On ne comprenait rien. Ça change tout. J'aurais bien voulu prendre des décisions. Encore fallait-il qu'on comprenne ce qui se passait. Tout d'un coup, le corps humain, enfin l'économie mondiale s'est vidée de son sang. Il n'y a plus d'argent, plus de confiance, plus rien. Les banques centrales prêtaient aux banques le matin et le soir, les banques ramenaient à la banque centrale l'argent qu'elle avait fabriqué et qu'elle leur avait prêté. Un dimanche, Gordon Brown, Premier ministre socialiste anglais, que j'aime beaucoup, bref, il m'appelle un dimanche après-midi, il me dit « Je veux te prévenir, socialiste. Lundi, je nationalise toutes les banques anglaises. » Je dis « Comment? Tu es devenu fou? Toi, l'ultra-libéral ?» Il m'a dit « Écoute, c'est très simple, on est en début d'après-midi, les queues se forment devant les banques à Londres pour aller chercher l'argent. Ce n'est pas une blague ce que je vous dis, c'est la vérité. Donc, si je laisse faire, ils retirent tout leur argent, on est ruiné. Parce que, comme vous le savez, il n'y a pas... Votre banquier prend votre argent, vous envoie un relevé. Et sur le relevé, vous avez 100. En vérité, dans la banque, il y a 10. Donc, si tous on demande en même temps à être remboursés, il n'y a plus rien. Bon. J'en ai pas dormi de la nuit parce que j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on va faire, nous? Parce que si ça se passe à 30 km par le channel de chez nous, ça va nous tomber dessus. Et je demande une réunion de mes collaborateurs le lundi matin et je leur annonce quelque chose. Ils sont tous contre. Et je leur annonce que je vais, d'ici à la fin de la semaine, annoncer aux Français que je garantirai tous vos dépôts sans limite. Consternation dans mon cabinet. Consternation chez Alain à Bercy, tu peux le confirmer. Je reçois le gouverneur de la Banque de France, je reçois le directeur du Trésor, un ami à moi, Xavier Muscat, un type remarquable par ailleurs.
Tous me disent, il ne faut pas faire ça. Alors, les plus généreux vont jusqu'à me dire, non, mais vous pouvez garantir, mais jusqu'à 1 million d'euros. J'écoute avec intérêt. Au bout de 2 jours, n'arrivant pas à me convaincre, mais peut-être que vous pouvez garantir jusqu'à 10 millions d'euros. Et je leur explique, non, on garantira de façon illimitée, parce que si je garantis à 10 millions d'euros, la spéculation se mettra à 10 millions et 1 euro. Si je garantis à 100 millions, elle se mettra à 100 millions. Et si je garantis à 100 000, j'aurai l'accusation de faire un cadeau aux riches. Et donc je maintiens qu'on garantira sans limite. Et Xavier me dit, mais même 100 millions? Je dis, tu n'as pas compris. Je veux annoncer garantie sans limite. Et c'est ce que j'ai fait dans le discours de Toulon. Et à compter de ce moment, on a retourné la situation. Parce que c'était ma façon de dire aux spéculateurs, venez nous chercher, il n'y a pas de problème, je suis prêt à jouer, mais sans limite. Vous, vous avez une limite, pas nous. Nous, on mettra l'argent qu'il faut. Eh bien, maintenant, 14 ans après, ça n'a rien coûté aux contribuables, rien, et personne n'a été ruiné. Alors pour rester sur les crises financières, on peut parler un moment de la crise grecque, où on a, alors nous les professionnels du restructuring, on a quelques règles intangibles. Par exemple, on ne prête jamais d'argent à une entreprise pour rembourser ses dettes existantes. On lui prête de l'argent pour le futur, jamais pour le passé. On a fait le contraire pour la Grèce, où les États sont venus apporter de l'argent à la Grèce pour rembourser des dettes portées par des entités privées, des banques. Donc pour nous, c'était un peu contre-intuitif. On nous a donné 2 explications. La première, c'est risque de perte de confiance dans le système, ce que vous évoquiez à l'instant, et donc il faut remettre de la confiance, et donc honorer les dettes. Mais il y avait probablement d'autres solutions. On aurait pu recapitaliser les banques, sans doute faire d'autres choses. Et puis la deuxième, c'était de dire, oui, mais si la Grèce fait défaut, l'euro s'effondre. Et ici encore, peut-être pas complètement évident pour le commun des mortels, certains États américains, des villes américaines ont restructuré leurs dettes. Qu'est-ce qui était différent? Est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Ou alors qu'est-ce qu'on n'a pas compris? La Grèce, c'est 9 millions d'habitants. C'est un pays membre de l'Europe et de l'euro. On allait donc, en période paroxysmique de crise, annoncer au marché que la Grèce avait décidé de ne plus rembourser ses dettes. Vous voyez le message qu'on envoyait au marché, qu'un pays européen, membre de la zone euro, décide qu'on ne rembourse pas ses dettes. Car à la minute où je laissais faire ça, à la minute, le marché se mettait sur l'Italie, dirigé à l'époque par Berlusconi, avec les taux d'intérêt qui divergeaient et qui montaient. L'Italie, c'est 60 millions d'habitants. À la minute où l'Italie était emportée, c'est la France qui était embarquée. Et à la minute où la France est embarquée, c'est l'Allemagne qui s'écroule. C'est que la France, c'est le premier client de l'Allemagne. Et l'Allemagne, c'est le premier client de la France. Si votre premier fournisseur, votre premier client fait faillite, c'est bien pour vous? Il ne faut pas plaisanter avec ça. Alors moi, je comprends bien que lorsque c'est une entreprise d'un département, on ne fait pas ça. Mais lorsqu'il y a le monde entier qui a les yeux braqués sur vous, membre de la zone euro, dont vous acceptez qu'il soit failli, à ce moment-là, vous détruisez tout le système. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, la Grèce n'est plus l'homme malade de l'Europe. On me dit que ça a coûté beaucoup d'argent, infiniment moins que la faillite de la Grèce. D'ailleurs, permettez-moi de vous dire qu'un pays qui reçoit 33 millions de touristes par an, ce n'est pas un pays qu'on peut déclarer comme fichu. Et donc, s'il y a bien quelque chose dont je suis fier, c'est de ne pas avoir laissé tomber la Grèce. Parce que ça n'a pas sauvé la Grèce, ça a sauvé l'Italie. Parce que c'est là où je me suis rendu compte que la confiance était la valeur cardinale
de nos vies, pas simplement de la vie économique, de nos vies, faire confiance, pouvoir compter sur quelqu'un. Vous vous rendez compte, cette chose totalement immatérielle, dans un univers où au fond, on ne sait pas pourquoi on est né, on ne sait pas quand ça va se terminer, ça dure le temps d'un timbre-poste, la confiance. Eh bien, pour garantir la confiance, sans laquelle on ne fait rien, et que vous, dans vos métiers, vous connaissez ça, parce que vous êtes au carrefour de tant de tensions et de tant d'intérêts contradictoires. La confiance, c'est sans doute ce qu'il y a de plus précieux. Et la confiance, ce n'est pas une valeur intellectuelle, ce n'est pas un truc théorique, c'est très concret. Et ça se bâtit sur quelques décisions très fortes, et ça se fissure beaucoup plus rapidement qu'on ne le croit. Voilà. Alors, une dernière question peut-être financière, puis après on changera un peu de thème. Vous avez, à l'époque, vous étiez ministre de l'économie, pris en main l'une des plus importantes restructurations d'entreprises, là pour le coup, françaises, qui était Alstom. Alors, d'aucuns dans cette salle auraient pu penser qu'on aurait pu faire un mandat ad hoc, mais enfin, c'est vous qui l'avez fait. Racontez-nous. Bon, d'abord, j'aime l'industrie. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours aimé les usines. J'aime ça. J'aime ce monde. J'aime les ouvriers. En 2007, j'ai arpenté toutes les usines que je pouvais. Et quelqu'un que je connaissais me disait, mais enfin, pourquoi tu perds ton temps? Il n'y a plus d'ouvriers. Il faut aller dans les services, dans les bureaux. Ben, je dis non. Parce que le jour où il n'y a plus d'usine, les services, ils se mettent au service de qui? De qui? Mais c'est très révélateur de ce que pense une partie des élites françaises. Alstom faisait les gros titres des journaux sur le thème « Alstom est en faillite ». Il faut vendre. Alors moi, je pense qu'un pays puissant, c'est un pays qui est capable de fabriquer des avions, des voitures, des bateaux, des trains. Parce que ce savoir-faire, c'est des générations d'ouvriers qui l'ont acquis. Et comme aucun acteur privé ne voulait reprendre Alstom, j'ai décidé de renationaliser Alstom. J'assume. De le renationaliser. C'est vrai, je l'ai fait. Mais j'ai nationalisé, c'est vrai. Et c'est vrai, dans une réunion dramatique, j'ai convoqué les 10 grandes banques pour les obliger à financer. À Bercy. Demandez-leur, ils s'en souviennent encore. 9 mois après, j'ai revendu à Bouygues. L'État a gagné 300 millions. Parce que naturellement, j'ai nationalisé, mais pour revendre. J'ai nationalisé pour qu'Alstom passe ce mauvais moment. Et je pense qu'on ne doit pas sacrifier notre patrimoine industriel. Depuis 2 ans, l'État a apporté énormément de fonds aux entreprises pour pallier la crise sanitaire. Et notre profession, depuis 2 ans, travaille énormément aux côtés de l'État pour éviter de donner du crédit à ce qui est annoncé par les oiseaux de mauvais augure depuis 2 ans, c'est-à-dire un tsunami, un raz-de-marée de faillite, et donc la France qui va se retrouver dans des situations apocalyptiques. Nous n'y sommes pas, nous avons échappé à cette situation. Néanmoins, nous avons, professionnels du restructuring, des inquiétudes, puisqu'il faut maintenant rembourser. Et ce n'est pas toujours facile. Et à cette crise économique sur laquelle nous travaillons, on voit en ce moment, dans cette actualité, peut-être une crise politique qui risque de se faire jour avec les élections législatives. Alors encore une fois, on ne va prendre aucun parti politique, mais il y a un leader d'extrême gauche qui souhaite aujourd'hui prendre le gouvernement, peut-être dans quelques semaines. Mais qu'est-ce qui se passe en fait, Monsieur le Président? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce que j'aime le plus, c'est partager. Ce que je disais à mon ami Alain, c'est que on me dit souvent, est-ce que la politique, ça vous manque? Mais non. Parce que moi, ce que j'aime, c'est la vie. Et j'aimais dans la politique la vie sous une loupe. Mais c'est la vie. Au fond, c'est Dostoïevski qui a raison, hein, dans Crimes et Châtiments.
Ainsi commença la lente mais certaine renaissance de Rachelnikov. Il faut renaître. 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 Renaître après une maladie, renaître après un échec, renaître après un divorce, renaître. Et au fond, c'est ce que je vous souhaite, vous qui êtes en charge de la renaissance des entreprises. C'est pas mal comme conclusion, ça. Merci.